Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'histoire en mouvement. L'histoire en mouvement. Collection dirigée par Geneviève Lacroix. Ouvrage du même auteur. Ouvrage du même auteur. La Troisième Guerre punique et la destruction de Carthage. Le Verbe de Caton et les armes de Scipion, Louvain-la-Neuve, Academia, 2015 190 p. Guide bibliographique de l'étudiant et du jeune chercheur en histoire gréco-romaine, Louvain-la-Neuve, Academia 2016 174 p. La Première Guerre punique ou la conquête romaine de la Sicile, Academia, Louvain-la-Neuve, 2017 244 p. Autour des valeurs romaines, la fides, la pietà et la virtus des guerres puniques à la dynastie flavienne, Louvain-la-Neuve EME, 2017 230 p. Domitien, un empereur controversé, Louvain-la-Neuve, Academia, 2017 191 p. Introduction. Les trois traités conclus entre Rome et Carthage avant le déclenchement de la Première Guerre punique, décrits par Polybe, ont attiré l'attention de bon nombre de chercheurs. Toutefois, à ce jour, il n'existe aucune étude approfondie et exhaustive de ceux-ci qui examinerait tant le contexte historique dans lequel ils ont été conclus que leur portée géopolitique et la manière dont le mégalopolitain les a analysés. L'authenticité des trois traités conclus entre l'instauration de la République romaine et la guerre de Pyrrhus, dont Polybe explicite sommairement le contenu, est parfaitement démontrable. Son enquête sur l'ensemble des fédérats romano-carthaginois depuis les premiers temps jusqu'à 218 avant Jésus-Christ prend la forme d'une digression dans le livre 3, les trois premiers d'entre eux constituant une sous-section distincte. Cette enquête sur ces textes diplomatiques fait partie de l'analyse polybienne des causes profondes et des débuts de la Deuxième Guerre punique. La présente étude se penchera donc sur ces trois traités tels que décrits par l'historien mégalopolitain. La perspective historico-littéraire que nous adoptons repose sur un examen détaillé des clauses des différents traités romano-puniques, tels que rapportés par Polybe. Par ailleurs, nous avons établi une grille de lecture où apparaissent tant les invariants diplomatiques que les modifications inhérentes aux relations romano-puniques régies par ces fédérats. Celles-ci ont été replacées dans leur contexte historique sur la base de l'ordre chronologique, ce qui nous a permis de dégager les thèmes politiques, juridiques et économiques traversant le compte-rendu polybien. L'objectif de la première section, qui regroupera un certain nombre de prolégomènes, sera d'abord de questionner la valeur du témoignage polybien. Comme nous le verrons, Polybe glose sur ces textes officiels conclus entre Rome et Carthage parce qu'il entend établir un récit rectifiant les erreurs commises par certains de ses prédécesseurs. Le mégalopolitain, ayant vu les fédérats en question, est en position de nier que Rome ait jamais trahi sa pistis vis-à-vis de Carthage. Nous savons par ailleurs que ces traités, gravés dans le bronze, n'étaient nullement connus de tous les Romains influents, même s'ils pouvaient être lus dans le trésor des édiles, situé près du temple de Jupiter Optimus Maximus sur le Capitole. Par la même occasion, Polybe met en accusation Philinos, historien favorable aux Puniques, qui prétendait notamment que l'un des traités romano-puniques avait interdit aux Romains d'interférer en Sicile, les accusant de violation d'accords à la suite de leur franchissement du détroit de Messine en 264 avant Jésus-Christ. Cette critique, étroitement liée à la section concernant les premiers traités, n'aurait eu que peu de poids si Polybe n'avait procédé à l'autopsie des textes originaux. Au surplus, le fait même qu'il excuse Philinos pour son ignorance du contenu de ces traités, en raison de la mauvaise connaissance qu'on en avait, indique que ces trois traités avaient été entreposés ensemble. Dans le cadre de cette première section, nous dresserons en outre une rapide esquisse de la structure du livre 3 des Histoires, puis poserons le cadre de l'enquête de Polybe, qui fut aidé par des érudits dans sa compréhension du premier traité romano-punique gravé en caractères archaïques. Dans le prolongement de cette entreprise, la technique historiographique de l'historien grec sera brièvement analysée afin de savoir s'il était habituel pour les historiens hellénistiques de citer les documents écrits et matériels qu'ils auraient pu consulter. Nous avons de solides raisons de croire que les informations fournies par le commentaire polybien figuraient bien dans les textes originaux. Nous établirons que si l'historien ne fait en aucune façon une traduction littérale des trois premiers traités romano-puniques, puisqu'ils en résument le contenu, principalement pour le premier d'entre eux,
en raison de ses difficultés de compréhension en quelques endroits inhérentes à son caractère archaïque, et pour le troisième, il les interprète aussi exactement que possible. Par ailleurs, une discussion des textes relatifs à ces fédérats établis entre ces deux cités antiques chez les autres historiens nous permettra de mettre le témoignage de Polybe en perspective. Dans la seconde section, le cœur même de notre travail, une étude détaillée du texte, du style et du format des premiers traités nous permettra de débattre de la nature et de l'évolution des relations entretenues entre Rome et Carthage avant le déclenchement de la Première Guerre punique, et de déterminer la situation géopolitique de chacune de ces deux cités, de même que l'évaluation de leur puissance grandissante au cours des années écoulées entre ces accords. Pour ce faire, il faudra pénétrer en profondeur dans la logique du texte et s'efforcer de comprendre les cadres mentaux et le contexte politico-militaire qui l'ont inspiré voire dicté. Nous nous poserons la question de savoir si ces derniers réglementaient un ensemble de situations habituelles, ou s'ils ne traitaient que de circonstances particulières. À partir des constatations que nous établirons, il nous sera possible d'évaluer l'importance de ces premiers accords. Première section, Prolégomène. 1. La digression du livre 3, des histoires de Polybe. Ce chapitre a pour objectif d'étudier la structure du livre 3 des histoires de Polybe, ainsi que d'examiner les raisons pour lesquelles l'auteur s'est engagé dans une digression sur les traités romano-puniques conclus depuis l'histoire post-royale jusqu'en 218. Une attention toute particulière sera accordée au premier traité précédant le déclenchement des hostilités de 264. Polybe explique dans l'introduction du livre 1 que les points de départ de son récit étaient la 140e Olympiade, 220 à 216 avant Jésus-Christ, les événements de la guerre sociale en Grèce, 220 à 217, la guerre pour la Célessyrie ou Syrie creuse, 219 à 217 et la guerre d'Hannibal, 218 à 201. C'est également dans ces prolégomènes que Polybe saisit l'opportunité d'informer le lecteur de sa décision de réviser son plan original, et de revoir les termini chronologiques de son compte-rendu pour couvrir également la période allant de 168 à 146, faisant valoir qu'une étude du comportement ultérieur des vaincus, les Grecs et les Carthaginois principalement, et de Rome en tant que vainqueur était nécessaire avant qu'un quelconque jugement ne puisse être rendu sur les événements capitaux de la période antérieure. Ces informations étaient considérées par l'historien grec comme nécessaires, afin que ses lecteurs, grecs pour l'essentiel, fussent en mesure de comprendre l'ensemble de son récit. Le troisième livre des histoires de Polybe commence, lui aussi, par une introduction 10 fournissant un résumé détaillé de la partie principale de l'œuvre, laquelle étudie les événements antérieurs à 220. Au chapitre 6 du livre 3, Polybe est enfin à même de se lancer dans une analyse de la guerre d'Hannibal avec un examen des causes profondes, aïtiaï, de ce conflit. Le mégalopolitain s'attache donc immédiatement à distinguer les débuts, archaï, à savoir les premières actions délibérées de la guerre, et les causes, aïtiaï, autrement dit les événements qui ont mené aux hostilités. L'examen des prétextes et des raisons, prophaces, doit éclairer la valeur des motifs invoqués par les belligérants. L'auteur s'attachera à en déterminer la légitimité au regard tant du droit que de la morale. Polybe s'offusque du fait que certains historiens aient voulu faire de la traversée de l'Èbre et du siège de Sagonte par les Carthaginois les principales causes de la guerre. Dans le même temps, il réfute catégoriquement les deux causes de la deuxième guerre punique telles qu'elles furent établies par Fabius Pictor, à savoir le sac de Sagonte par Hannibal et l'ambition jointe à l'avidité du pouvoir d'Hasdrubal. En effet, il lui importe de démontrer que ces deux événements ont constitué les débuts de la guerre, mais nullement ses causes. Il se plaît d'ailleurs à utiliser plusieurs exemples tirés de l'histoire romaine pour différencier les véritables causes des origines des conflits. Son but est notamment de mettre en garde le lecteur contre l'acceptation aveugle du compte-rendu d'un historien, aussi informé et compétent soit-il, soutenant que les appréciations de Fabius Pictor, pourtant contemporain des faits, étaient sujettes à caution. Polybe en revient ensuite à son sujet central, la deuxième guerre entre Carthage et Rome, et définit ses différentes causes, la première étant la colère Timos, d'Hamilcar Barca, la deuxième, la plus importante, l'injuste annexion romaine de la Sardaigne, et la troisième, la constitution d'un empire carthaginois dans la péninsule hispanique. Après avoir traité les Aïtiaï de la deuxième guerre punique, l'historien grec se tourne vers les Archaïs,
puis invite le lecteur à s'interroger sur les premiers traités conclus entre Rome et Carthage. L'occasion de se livrer à une digression sur les traités romano-puniques se présente à Polybe lorsqu'il rédige le compte-rendu de l'échange diplomatique qui eut lieu à Carthage, lorsque l'ambassade romaine délivra un ultimatum à ses habitants à la suite de la prise de Sagonte. Tout en recréant habilement la tension de la situation, il explique que les ambassadeurs romains exigèrent des Carthaginois qu'ils livrent Hannibal et les membres de son conseil, sans quoi la guerre serait déclarée. S'ensuivit une défense vigoureuse de leur position de la part des Puniques, à laquelle fut jointe une tentative de justification de leurs actions. Le nœud du problème, d'après ces derniers, se situait dans l'interprétation de la question du statut de Sagonte. Leur défense se fondait sur l'interprétation des clauses du traité signé avec Rome au lendemain de la première guerre punique. En effet, cet accord ne comportait aucune mention particulière concernant l'Hispanie. Il refusait par ailleurs de reconnaître l'authenticité du traité de l'Èbre, conclu en 226 entre Hasdrubal et les Romains. Les ambassadeurs romains restèrent insensibles à l'argumentaire carthaginois, et se résolurent à ne pas participer à la discussion sur la question de la justification de l'attaque contre Sagonte. Leur position était ferme et définitive. Les Carthaginois, parce qu'ils avaient rompu le traité en prenant la cité hispanique, devaient réparer le préjudice subi. Polybe déplore que les comptes rendus de ses homologues historiens aient été entachés de subjectivité. Il craignait que le lecteur et les magistrats fussent incapables de distinguer clairement le camp qui avait fait preuve de perfidie de celui qui était en accord avec la Pietà et le Ius Romanum. Ce mécontentement semble être justifié par le fait qu'il n'y ait pas eu d'arguments détaillés présentés par les deux parties avant le déclenchement de la guerre, pour soutenir ou infléchir la thèse de la culpabilité des Puniques. La thèse selon laquelle Polybe, qui fait peu de cas des sources grecques, suit une tradition romaine dans les chapitres 29 et 30 semble vraisemblable en raison de l'argument présenté à 30, 3. Une relation particulière existait entre Rome et Sagonte, et que dès lors, Carthage avait eu tort de s'attaquer à cette ville, non seulement parce qu'elle avait violé le traité de Lutatius, en ce qu'il garantissait la sûreté des alliés réciproques des deux républiques, mais aussi celui de L'Èbre. Cette dernière accusation plaçait clairement Sagonte comme étant au nord de ce fleuve. Il est totalement inconcevable qu'en 219-218, l'emplacement exact de cette cité hispanique, située au sud de l'Èbre, ait été ignoré à la fois des Carthaginois et des ambassadeurs romains. Cette indication pro-romaine apocryphe apparaît encore dans le récit d'Appien, mais l'erreur ne figure pas chez Tite-Live. Le plus étrange est qu'en d'autres occasions, Polybe donne la position géographique correcte de Sagonte. Quoi qu'il en soit, Polybe considère qu'il est de la plus haute importance de fournir un récit détaillé des premiers traités romano-puniques antérieurs aux guerres puniques, même s'il n'est pas contemporain des événements car une fois qu'une étude impartiale et précise serait fournie, elle constituerait un document de référence destiné à fixer une fois pour toutes les droits et les devoirs de Rome et de Carthage dans le déclenchement de la première guerre punique. Ce faisant, il vise à offrir un récit précieux à la fois pour les hommes d'État, aux politikos, qui avaient besoin d'être armés de la vérité et de la justice, et pour les gens d'étude, oi philomassoutes, qui seraient alors en mesure de critiquer pertinemment les faits. Il est remarquable que les 3 premiers traités décrits dans les chapitres 22 à 25 du livre 3 constituent une section à part entière. Comment la pragmatique historia, pragmatique historia, polybienne interpréta-t-elle les premiers traités conclus entre Rome et Carthage? 2. La pragmatique historia, pragmatique historia, au service de l'analyse des premiers traités romano-puniques. Cette discussion autour des premiers traités romano-carthaginois est de nature pratique puisqu'elle met l'accent sur la pragmatique historia, l'histoire consacrée à la politique et à la guerre, destinée aux gens d'études et à l'homme d'État, distinguée du lecteur occasionnel, aux philékos, pour lesquels il était important de comprendre les causes des événements auxquels ils étaient susceptibles d'être à nouveau confrontés. Mais sur quels principes étaient fondées les lois polybiennes? A. La recherche de la vérité. Polybe écrit : le seul travail et le seul objet de notre entreprise tout entière consiste à rapporter comment, quand et pourquoi toutes les parties connues du monde sont venues sous la domination romaine. 29. Cette formule synthétique est valable pour tout sujet traité par l'auteur.
L'historien mégalopolitain s'accorde avec Timée sur le fait que la vérité demeure une qualité primordiale dans les ouvrages historiques. Sans elle, l'écriture du passé ne peut prétendre au nom des historia. Pour Polybe, l'histoire pragmatique était un récit politique et militaire aux prises avec les affaires des peuples, des villes et des dirigeants destinés à servir les intérêts des hommes d'État et à enrichir intellectuellement les citoyens. Cette expression désigne pour lui une narration vraie et précise des faits, un genre historique didactique fournissant une explication détachée des événements. Un élément essentiel dans la composition par le mégalopolitain d'une histoire sérieuse est donc le désir d'obtenir la vérité historique, en déterminant des relations modales, temporelles et causales. Il se préoccupe surtout du fait que son lectorat reconnaisse le soin qu'il a pris à s'assurer qu'il disposait de données vérifiées. Par ailleurs, pour lui, un historien se doit d'être en mesure de ne pas émettre de jugement, et d'être capable tant de critiquer de façon égale ses amis et ses concitoyens, que de louer l'ennemi, selon les exigences nécessaires à l'établissement de la vérité. Nous pouvons considérer que Polybe réagit tant face aux traditions historiques hellénistiques et aux historiens contemporains, que face aux auteurs de monographies qui avaient tendance à développer avant tout pour des raisons de notoriété, des questions, qu'il juge insignifiantes jusqu'à ce qu'elles deviennent des événements mémorables. Pour le mégalopolitain, l'histoire universelle était de loin préférable à toute autre forme d'histoire. B. Le retour aux textes originaux. G. Gandolfi prétend que Polybe n'était pas un juriste et donc n'était pas expert des questions mercantiles, raison pour laquelle des erreurs techniques, tout comme des erreurs linguistiques, ne sont pas à exclure. Cependant, Polybe est pleinement conscient de l'importance de fournir des preuves de première main à propos de l'existence des documents sur les premiers traités romano-puniques. Pépédèque loue d'ailleurs chez cet historien le goût de la source authentique, en particulier du texte épigraphique. Bien sûr, en utilisant son compte-rendu de témoins oculaires, il se trouve dans une position dominante pour attaquer d'autres historiens. En outre, du point de vue des modernes, l'utilisation de documents de première main renforce la crédibilité de ses thèses. En effet, pour les historiens contemporains versés dans la critique historique, la consultation et la citation de documents originaux dans l'écriture du passé est un gage de sérieux. Toutefois, cette pratique n'était en aucun cas usitée et acceptée par tous les historiens hellénistiques. Nonobstant les 3 traités romano-puniques antérieurs à 264, il est fait état d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels Polybe fait référence à des documents authentiques ainsi qu'à ses témoignages oculaires. Le premier des 3 principes inhérents à l'écriture de la pragmatique historia, Pragmaticae Historia. Polybe se trouve en mesure de donner des informations précises au sujet des dispositions prises par Hannibal quant à la défense de l'Hispanie, à partir d'une inscription gravée dans le bronze par le chef punique en personne sur le promontoire lacinien, non loin de Crotone. Il prétend avoir vu la mention épigraphique, et n'a donc pas hésité à l'utiliser en raison de la valeur et de la fiabilité incontestable de la preuve qu'elle contenait. Nous avons en effet trouvé au Cap Lasignon cette liste consignée sur une tablette de bronze par Hannibal à l'époque où il séjournait dans ce secteur de l'Italie. Nous avons pensé que sur de telles questions du moins, elle était tout à fait crédible. Et c'est pourquoi nous avons choisi de suivre cette liste. 39 en contraste complet avec la version donnée par son confrère grec. Tite-Live, qui avait également connaissance de cette inscription, n'a pas tenté d'utiliser les informations qu'elle contenait. Il mentionne son existence de manière fortuite, sans porter d'intérêt à la valeur qu'elle aurait pu recouvrir en tant que preuve documentaire de première main. Par ailleurs, Polybe fournit également les dispositions relatives à toute une série de traités, dont celui de Lutatius, conclu à la fin de la première guerre punique, ainsi que les clauses, relativement brèves et possiblement incomplètes, de l'accord de Lèbre, passé avec Hasdrubal. Les conditions du Foedus conclu avec la reine illyrienne Teuta en 228, sont résumées sous forme narrative dans les histoires. Le traité entre Hannibal et Philippe V de Macédoine fait, lui aussi, l'objet d'une attention toute particulière par le mégalopolitain. La version analytique de cette alliance dans Tite-Live ressemble très peu à celle de Polybe. Les principaux points de l'accord de paix après Zama en 201 sont également donnés par l'historien grec. Ici, le compte-rendu du Padoan, qui a principalement suivi Célius Antipater,
se fonde sur celui de Polybe, mais certains détails non négligeables diffèrent. De même, les termes du traité de paix conclu avec Antiochos III en 188 sont livrés au livre 21 des Histoires. Ceux-ci sont tirés du texte officiel, comme le prétend Polybe dans le livre 21-49, mais suivant sa méthode habituelle, ne sont pas ad litteram, comme suggéré par les motoyotti, certains. Une fois de plus, certains détails de ce traité trouvé dans Polybe ne figurent pas dans le compte-rendu livien, et les clauses ne sont pas reprises dans le même ordre. Toutefois, ni le mégalopolitain ni le paduan ne fournissent les détails de la publication du traité qui apparaissent chez Appien. Ajoutons l'accord admettant Sparte dans la Ligue des Achéens en 182, le pacte conclu l'année suivante entre les Achéens et les Messéniens, tous deux inscrits sur des stèles, ainsi que le traité entre Pharnace, Mithridate, Eumène, Prusia et Ariarathe en 180-179. Pour étayer ces dires, Polybe se réfère donc souvent à des traités. Il a également eu recours à un ensemble de documents officiels, notamment à une lettre que Scipion l'Africain avait écrite à Philippe V de Macédoine décrivant ses plans relatifs à la capture de la nouvelle Carthage. Ce courrier expliquait les détails de la campagne hispanique, et plus particulièrement ceux des opérations menées par le Romain à Carthagène. Il semble plausible, comme le suggère F.W. Valbank, que Polybe ait eu accès à une copie de cette missive grâce à son entrée dans le cercle des Scipions. À d'autres occasions, l'historien grec utilise les informations obtenues à partir de lettres. C'est le cas pour la dépêche envoyée par l'amiral de Rhodes au conseil de sa cité et au Prytane après la bataille de l'Adé, dépêche qui était conservée dans le Prytanée de Rhodes, ainsi que pour la lettre de Scipion de 190 qui persuada Prusia, roi de Bithynie, de ne pas rejoindre le camp d'Antiochos III. Un écrit rédigé par P. Scipio Nasica Corculum, portant sur la campagne de Paul-Émile contre Persée, a sans doute également été utilisé par Polybe. Il existe aussi des références aux missives dans le livre 21 des Histoires, au sein de la section consacrée à la correspondance de Scipion l'Asiatique et Scipion l'Africain à Aemilius Regillus, les informant de la trêve conclue avec les Étoliens. Au surplus, il est très probable que Polybe ait utilisé des archives achéennes, dont celles reprenant le contenu du décret achéen de 217 avant Jésus-Christ qu'il décrit au livre 5. L'historien de Mégalopolis fait également usage de Senatus Consult. Il cite les principales clauses de l'un d'eux, rendu en 196, relatif à l'accord de paix conclu avec Philippe V. Un autre Senatus Consult, concernant le traité avec les Étoliens en 189, est mentionné dans ces histoires. Une fois encore, Polybe en donne les principales dispositions. Pour pouvoir comprendre ces écrits, il est clair que Polybe connaissait le latin. Comme l'écrit M. Dubuisson, il est possible et même probable qu'il l'ait appris en Grèce bien avant son exil. L'historien lui-même, dans ses histoires, mentionne l'existence de liens prégnants dès 190 entre Grecs des classes supérieures et Romains. En 169, ce fut d'ailleurs lui qui fut chargé par ses compatriotes de présider une ambassade envoyée au consul Q. Marcius Philippus. Il eut avec lui plusieurs entrevues, et demeura seul à ses côtés après le départ de ses collègues. Les conversations qu'eurent les deux hommes devaient s'être déroulées en latin. Toutefois, le premier contact du mégalopolitain avec le latin pourrait remonter plus loin encore, car celui-ci aurait participé à la campagne de Manius Vulso contre les Galates en 189-188. À tout le moins, Polybe eut fréquemment le loisir de s'exprimer en grec avec ses interlocuteurs romains parfaitement bilingues. Lorsque les récits polybiens mentionnés ci-dessus sont comparés à ceux de Tite-Live, on prend conscience que même s'ils ne sont jamais exhaustifs, ils nous apportent une proximité plus immédiate avec la preuve. Le style analytique de l'adverbe condita de Tite-Live, qui donne au lecteur un sentiment de distance entre l'historien et le document original, n'a en effet pas cette prétention. Par ailleurs, la nécessité de fournir une lecture in extenso des documents n'était alors pas considérée comme une priorité ou une obligation par les historiens et les analystes. À l'époque romaine, ne pas citer ces sources n'a jamais été perçu comme un manquement ayant pu nuire à la valeur et à la qualité d'un travail. Mais comment peut-on avoir la certitude que Polybe eut réellement accès au bureau d'archives de Rome ? Peu nombreux étaient les comptes rendus détaillés, faisant état d'individus ayant tenté de consulter les documents dans le bureau d'archives romain. Il est pourtant plus que probable que Polybe ait vu la stèle,
Stellae, gravé qu'il décrit au livre 5 et qui reprend les termes mettant fin aux différends internes entre mégalopolitains. Cette inscription, gravée près de l'autel d'Hestia dans le Homarium, l'enceinte de Zeus Homarios de Mégalopolis, ne nous est rapportée que par lui. De même, en ce qui concerne les premiers traités romano-puniques, Polybe est la seule personne connue à avoir consulté ces fédéras gravés dans le bronze. Or il n'y a aucune raison de douter qu'il n'ait pas été authentique. Polybe doit avoir reçu l'aide d'experts pour localiser à proprement parler ces traités, et obtenu la permission de certains notables de les consulter. Ceux qui assistèrent Polybe en l'aidant à établir une transcription, voire une traduction du premier traité, étaient évidemment des érudits. Comme il le commente, les savants romains les plus instruits eurent du mal à interpréter le premier de ces textes en raison de l'ancienneté de la langue. D'ailleurs, des doutes subsistent sur le fait de savoir si les Romains du 1er siècle avant Jésus-Christ étaient en mesure de comprendre des documents latins antérieurs au IIIe siècle, et ce, même avec une connaissance de l'alphabet grec, utilisé en Italie primitive par les Étrusques et les Osques. L'évolution rapide de la langue latine est perceptible grâce à la comparaison de deux inscriptions remontant au VIe siècle. Ce sont, d'une part, le typus du lapis niger qui comprend des caractères très similaires à ceux de l'alphabet grec, daté par F. Quarelli du deuxième quart du VIe siècle, et d'autre part, le lapis satricanus, qui aurait été gravé, selon G. Colonna, durant la dernière décennie du VIe siècle. Le latin du lapis satricanus est intelligible, révélant ainsi de profondes différences en termes linguistiques avec celui de la pierre noire. Cet élément est d'une importance certaine dans la mesure où, comme nous le démontrerons, le premier traité romano-punique est daté de la même période que cette pierre de Satricum, ce qui rend tout à fait plausible le fait que des savants aient pu, malgré qu'ils aient éprouvé quelques difficultés, comprendre le premier Phoedus décrit par Polybe. Qui plus est, il serait incorrect de dire que le latin préclassique était impénétrable, car quelques aspects de son style peu sophistiqué pouvaient en rendre la lecture plus aisée. Par exemple, les phrases écrites tendaient alors à être moins complexes que celles écrites en latin classique et figurant sur des traités, car leurs auteurs considéraient qu'une idée pouvait être véhiculée en peu de mots. En outre, leur ordre était généralement soumis au classique sujet-objet-verbe. Ainsi, bien que les bizarreries grammaticales et syntaxiques aient pu donner à Polybe et à ses aides du fil à retordre lors de leur lecture du traité de 508, et que certains détails ont pu leur échapper, il est plus que probable que l'historien grec fût capable d'apprécier la signification du document en entier et d'en fournir une traduction adéquate. Cette assistance par des spécialistes devait venir de membres de la classe supérieure, dans la mesure où ces derniers étaient les seules personnes à avoir eu un quelconque... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.